à la Cour des comptes, Monsieur le Président de la FCM, Monsieur le Président de la Fondafi, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au nom du Conseil économique, social et environnemental et de son président, Patrick Bernasconi, en prononcer l'allocution d'ouverture avec Monsieur le Président du Conseil économique, social et le Directeur général des finances publiques, je ne peux que doubler les remerciements. On le sait, il n'y a pas d'État sans trésor. Le trésor exige un compte fiable, sur lequel il n'est guère assuré de durée. Un de mes prestigieux prédécesseurs au parquet général l'a dit avant moi dans une formule restée célèbre, mais Pierre Moineau, puisqu'il s'agit de lui, s'empressait d'ajouter « tout compte exige un juge désintéressé ». Repose sur des règles fort anciennes, et personnellement, modestement, la principale question que je me pose, c'est de savoir à quelles conditions on peut tabler sur la pérennité de ces règles, de ces principes qui fondent finalement beaucoup de notre action quotidienne sous le contrôle du juge des comptes. Il me semble qu'il y a deux conditions assez simples pour que la pérennité de ce corpus très, très important soit assurée. D'abord, la première condition, me semble-t-il, c'est que ceux qui ont le devoir et la capacité d'interpréter ces règles le fassent avec un sens de l'adaptation. Bref, que ces principes et ces règles, fort anciennes encore une fois, ne se révèlent pas avec le temps des entraves aux mesures de modernisation, aux mesures de rationalisation et aux mesures d'efficience dont on sait bien que nos administrations et largement toutes les autorités publiques ont grandement besoin. Pourquoi ce sujet revient régulièrement dans l'actualité de notre pays? Pourquoi autant de passion même autour de cette question? Le bon usage de l'argent public, entendu comme régulier mais aussi efficace, est au final, on le sait, garanti par un dispositif qui est essentiel, celui de la responsabilité financière. On entend par là une responsabilité de tous les acteurs publics, qu'ils soient ordonnateurs ou comptables, décideurs politiques ou gestionnaires. Cette forme de responsabilité couronne le système financier public. Elle en est même la clé de voûte et occupe une place cruciale dans nos institutions. À tel point que... L'état des lieux, souvent quand on dit état des lieux, un état des lieux, c'est quelque chose qui doit être rapidement fait. C'est un peu comme on fait une visite rapide. C'est un inventaire que nous devons faire. Et cet inventaire, je voulais rappeler, mais ça a été fait par Michel Bouvier à l'instant, que cet inventaire s'inscrit dans un sillon. Il y a eu beaucoup d'inventaires sur la responsabilité. On ne disait pas des gestionnaires publics, on disait des ordonnateurs et des comptables publics. Aujourd'hui, le terme de gestionnaire a remplacé en grande partie les deux vocables d'ordonnateur et de comptable public, même si ordonnateur et comptable public restent dans le langage juridique du décret GBCP. Les enjeux de la responsabilité financière, mais les modalités de leur fonctionnement peuvent néanmoins varier. C'est peut-être là tout l'intérêt de cette étude. Un débat autour de la responsabilité financière m'apparaît particulièrement intéressant à plusieurs égards. La forte crise de légitimité à laquelle seraient confrontés les États en général et le renforcement des contraintes européennes dans les domaines économiques et financiers. Construite. Ainsi, les contrôles qui sont menés par les juridictions financières diffèrent, bien entendu, selon qu'ils s'adressent à l'ordonnateur ou au comptable. Ils tiennent compte de la nature des responsabilités endossées par l'un ou l'autre et peuvent participer même à les définir. Enfin, les procédures et pratiques des juridictions financières, au regard de l'examen de l'exercice des responsabilités des gestionnaires, ont évolué assez considérablement au cours des dernières années notamment, mais ils rencontrent malgré tout des limites. Le seul élément à prendre en compte, le vécu du comptable, c'est une dimension personnelle. La responsabilité du comptable, elle est personnelle, et en matière de personnalité, c'est donc l'individu qui est au centre de ce vécu. Tout d'abord, quand même, quelques éléments de contexte. Le contexte est contraignant, de plus en plus contraignant. Quelques données quand même pour bien le mesurer. En 2003, il n'y a pas si longtemps que cela,
Les comptables de la DGCP, à l'époque, géraient 110 000 comptes dans 3 500 trésoreries, soit une moyenne d'environ 30 comptes par trésorerie. Grâce à l'innovation. Je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu. Alors pourquoi est-ce qu'on est tellement régulé? Peut-être en partie parce que l'État n'aime pas la concurrence. L'État n'aime pas que des gens soient finalement assez proches de lui et exercent des métiers assez proches. Et effectivement, les assureurs, étant dans l'intimité des Français, au quotidien, on est collecteur d'impôts. Je suis un peu aujourd'hui en président du Conseil de normalisation des comptes publics. Je suis également heureux de me retrouver dans ces lieux parce qu'il se trouve que j'y ai siégé relativement brièvement, comme représentant des entreprises publiques il y a bien longtemps. Et j'ai toujours considéré que cette institution, qui parfois n'a pas toujours une image à l'extérieur bien comprise, était d'une très grande utilité et qui faisait du travail de très bonne qualité. Alors, ayant dit cela, je vais ouvrir cette deuxième table ronde qui est centrée sur un sujet très ancien, qui a évolué évidemment, qui est celui de l'articulation au fond et de la pertinence des contrôles divers et variés qui émaillent la gestion publique. La gestion de l'argent public a beaucoup changé, les attentes du public ont beaucoup changé, on en a parlé ce matin. Donc la question que l'on va être conduit à aborder, c'est finalement, est-ce que ces évolutions sont compatibles? Est-ce qu'elles sont compatibles avec l'approche traditionnelle des responsabilités relatives du coordonnateur et du comptable telles qu'elles ont été conçues au XIXe siècle? Sélection d'une vingtaine d'établissements de mémoire, passé à difficulté ensuite avec des fusions. On va ce matin parler des établissements et de l'activité que vous chez nous c'est pareil. Donc ces 20 établissements ont été sélectionnés après un pré-audit des inspections générales qui a donné en fait son saut sur la capacité ou pas aux établissements de passer dans cette première vague de certification. Cela s'est passé, cet audit a eu lieu en 2008 pour une certification qui devait intervenir en 2009. Il a été certes ordonnateur, mais de pas grand-chose, parce que quand on gère un budget de préfecture, on gère un petit budget de fonctionnement. Depuis quelques années, on doit aussi payer les fonctionnaires de la préfecture, on doit donc faire attention à ce qu'il reste un peu d'argent en fin d'année pour verser la paye, c'est la moindre des choses. On verse quelques maigres subventions à des communes sur des dotations d'équipement, de petite taille, puis ça s'arrête là, en tout cas pour un préfet de département. Donc l'expérience est mince. Donc on ne demande pas une occasion, ces séances de rentrée, de dénoncer le fait que les gestionnaires ne sont rattrapés par leur mauvaise gestion que de très rares fois par la discipline budgétaire et financière. Mais au fond, si la Cour ne fait pas davantage de préconisations, c'est peut-être qu'il y a bien des obstacles à ce que cette responsabilité soit élargie. Ce sera intéressant qu'on fasse un peu de comparaison internationale d'ailleurs, puisque je pense que tous les pays de l'OCDE sont dans la même situation que nous. Apparu en 2001, 2005, 2006, des vagues successives sur l'État, sur le régime général de sécurité sociale, des vagues encore en cours sur cette fonction de certification, puisque vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la Cour, en liaison avec les chambres régionales des comptes, pilote l'expérimentation de la certification des comptes locaux qui a été instituée par la loi NOC. Alors c'est plus difficile de donner un top départ historique pour la fonction de contrôle. Peut certes évoluer, mais qu'aujourd'hui, avec la réforme récente qui est celle de 2011, l'RPP des comptables permet déjà, à minima, d'assurer une bonne gestion de l'argent public, en tout cas dans la régularité des dépenses engagées. La façon dont on peut aujourd'hui examiner, problématiser les conditions d'équilibre du régime de la responsabilité. Les deux tables rondes qui viennent de se tenir ont bien montré la nécessité de continuer de faire jouer au comptable public un rôle central dans la gestion de l'argent public. Or, ce rôle central, le comptable public, pour l'assumer, s'appuie sur un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire qui est le corollaire du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et qui surtout lui donne toute sa force. Parce que je ne vais pas être assez concret et je vais jouer de mon indépendance, de ma critique et de ma pédagogie
pour intervenir auprès des professionnels et j'en suis tout à fait honoré. Alors en ce qui concerne, je vais avancer et au fur et à mesure de mes développements, je vais voir un petit peu le jeu des différences et des ressemblances entre l'avant-train législatif de ces dernières années et puis le régime actuel. D'un nombre de critiques, en particulier parce que la RPP est une affaire d'initiés. Qui connaît bien la RPP? Le comptable, évidemment, le juge des comptes, assurément, la DGFiP, évidemment. Après, l'ordonnateur connaît, on commence déjà à s'éloigner, et le citoyen, pas du tout. Et dans les affaires, dans les jugements qui étaient rendus, les délais, certains très importants, lorsque le ministre faisait donc preuve de remise gracieuse pour que le système puisse fonctionner, cela pouvait paraître choquant pour le citoyen. Alors, je crois que le premier à en avoir parlé, le procureur général dans son allocution d'ouverture, mais l'observateur qu'est le représentant de la doctrine ici présent nous dit que le système a conservé apparemment un équilibre interne qu'on voit que c'est pas tout à fait le cas au travers des questions de M. Le Gall. C'est sur ces points que je voudrais essayer de répondre en précisant une chose. Peu après mai 68, il fallait toujours tout l'on parlait. Je crois qu'il est nécessaire que je précise quand je parle. Vous l'avez rappelé, je parle en tant que représentant du ministère public. Je ne peux pas garantir que je vais prophétiser ce que sera la jurisprudence du juge des comptes, sachant qu'en plus, ce juge des comptes est triple. Il y a le juge des comptes du secteur local, dont la jurisprudence est unifiée par la voie de l'appel par la Cour des comptes. Il y a la jurisprudence de la Cour des comptes à l'égard de tous les comptables de l'État et du secteur État. Je sais qu'ils sont très bien représentés dans cette enceinte. Il y a, et je ne m'aventurerai pas à prophétiser à sa place, voire à commenter ces décisions, les décisions du juge de cassation qui s'imposent à nous, qui sont pour certaines peut-être susceptibles d'évolution, mais qui contribuent à dire le droit, et il ne m'appartient, je peux les exposer, il ne m'appartient pas de les critiquer. Penser la doctrine et la conduite de la DGFiP dans ces affaires, et en y associant son équipe, je crois qu'il n'y avait pas de meilleur moment, ni de plus bel endroit pour m'adresser à elle. Alors maintenant, je vais m'efforcer, moins savamment que d'autres, de donner le point de vue un peu managérial sur ces affaires. Dans une optique managériale, je suis favorable au principe, à l'exercice, et le cas échéant, à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. Elle est établie, cela a été dit, elle est identitaire, c'est une, pas la seule, armature de la distinction qui, nous le savons bien, chez nous, est fonctionnelle et organique entre l'ordonnateur et le comptable. Rendre hommage à Hélène Fauvel, qui a été une des chevilles ouvrières de l'histoire de cette rencontre. À l'issue des travaux, c'était pas passionnant. Je voudrais adresser mes félicitations à l'ensemble des intervenants. Vraiment, j'ai l'impression d'un moment d'une histoire encore trop claire. J'ai trouvé très remarquable ce dialogue. Il y a une expression chez les jurys, c'est le dialogue des juges. Ici, ce n'est pas le dialogue des juges, c'est le dialogue entre qui a parlé des professionnels, moi je dirais les institutions concernées, les publics concernés. Il manque beaucoup de citoyens. Mais nous sommes chacun citoyens. En tout cas, un grand merci.